Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus jusqu'à nous ce soir pour cette nouvelle séance de l'état de l'art. Pour information, l'état de l'art, c'est un format qu'on a pensé à l'INHA depuis la rentrée le mois d'octobre dernier, qui permet de parler d'actualité en histoire de l'art sous toutes ses formes, donc projets de recherche, expositions, édition, ce qui nous rassemble ce soir. Voilà, donc toutes les semaines, tous les jeudis, nous invitons des chercheurs et chercheuses, des conservateurs, conservatrices, pour venir nous parler de leurs projets. Et donc ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Morgane Labarre pour parler de son récent ouvrage, La gloire de la bêtise. Je vais lire le sous-titre aussi, que j'ai pas écrit. Régression et superficialité dans les arts depuis la fin des années 1980. Donc je vais présenter très rapidement Morgane, puis on aura une discussion et bien sûr vous aurez aussi le temps de poser toutes les questions que vous pouvez avoir. Donc Morgane Labarre est historien d'art. Il a dirigé l'École supérieure d'art d'Avignon jusqu'en 2024 avant de devenir le directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon. Il enseigne aussi à l'École du Louvre et est enseignant associé au département art de l'ENS. Il est docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien postdoctorant de la Terra Foundation à l'INHA. Et ses recherches portent sur la manière dont les catégories esthétiques, les canons et les discours hégémoniques sont construits au sein des mondes de l'art. Et donc, ce qui a été le sujet de sa thèse, qu'il a publiée aux Presses du Réel l'année dernière, dont on va parler ce soir. Donc peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Morgane, comment on en arrive à penser, à réfléchir à une histoire de l'art bête? Est-ce que c'est assez imposé comme ça tout de suite? Voilà, peut-être très rapidement nous faire un peu cette généalogie du sujet. Merci beaucoup. D'abord, deux mots de remerciement. Merci Lucie pour l'animation de cette soirée, pour l'invitation, et à l'INHA qui nous accueille. Et merci à vous d'être là ce soir à cette heure-ci pour nous écouter. Je suis très content de présenter le livre dans cette salle où j'ai été étudiant aussi, puis j'ai participé à des journées d'études. Et la thèse, c'était pas celle-là, c'était celle juste au-dessus, mais elle ressemblait beaucoup. Donc voilà, c'est un peu la maison. Comment on en vient à travailler là-dessus? On commence pas en se disant qu'on va faire une histoire de l'art bête, parce que au moment où moi je commence, ça veut rien dire et ça n'est pas formalisable comme ça. Il y a deux manières de répondre. La manière très factuelle et biographique, quand je suis en Master 2, je travaille sur l'obscénité sexuelle avec Philippe Dagen, qui sera mon directeur de thèse par la suite, dans l'art contemporain. Et je me rends compte qu'il y a une veine assez forte, une tendance assez forte, qui est la tendance au grotesque dans la représentation du sexe et de l'obscénité. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose d'intéressant dans cette veine grotesque qui a été assez peu nommée ou assez peu formalisée. Et le hasard de la vie, au moment où je veux commencer ma thèse sur le grotesque, il y a déjà une thèse inscrite. Et donc, je n'y vais pas parce qu'il y a déjà quelqu'un qui travaille là-dessus. Je me dis, bon, mais il y a quand même un corpus d'œuvres là qui m'intéresse. Comment je nomme différemment, ou je déplace un peu cette question. Et c'est là que vient l'idée de... Alors, avant l'idée de bêtise, ça s'appelait Bête et méchant. Bête et méchant, évidemment, on pense tout de suite à Harakiri. Et ça nous situait dans un référentiel très français. Et très lié à la caricature, à une dimension très politique de l'image satirique. Et mon point de départ, qui était une série d'œuvres ou une présence forte d'œuvres qu'on peut désigner comme régressives ou comme superficielles ou comme délibérément mauvaises dans la création contemporaine, il fallait que je trouve une manière de le nommer. Bête et méchant, ça nous emmenait donc trop vers Harakiri, mais... je me suis dit, tiens, je vais juste garder bête, c'est bête. Parce que c'est bête, c'est le qualificatif que semble appeler un certain nombre de ces œuvres qui, en réalité, sont beaucoup plus complexes, mais qui prêtent vraiment très facilement le flanc à une déconsidération par ce qualificatif-là. Donc voilà un petit peu comment j'ai commencé à travailler. Et donc on est au début des années 2010, et mon point de départ, c'est... Depuis les Young British Artists en Angleterre, autour de Saatchi, avec Damien Hirst, les frères Chapman, etc., donc dans les années 90 jusqu'aux années 2000, il
il y a une présence très très visible d'œuvres qui jouent la provocation, la régression, la superficialité. Et donc ça va de Paul McCarthy à Jeff Koons, pour avoir un éventail assez large. Et il y a une présence dans les années 2000 institutionnelle qui commence à s'asseoir de cette tendance-là. Et je me dis, là il y a un phénomène historique en fait, qui n'a pas été encore vraiment nommé. C'est-à-dire, il y a toujours eu des œuvres régressives, il y a toujours eu une tradition de caricature politique, et elle a pu se décliner dans les pratiques artistiques et dans des pratiques très virulentes, mais c'était toujours relativement marginal. Ou en tout cas, ça ne constituait pas une esthétique vraiment présente dans une époque. Et c'était des formats plutôt marginaux. La caricature, c'est du dessin de presse, ou c'est du dessin, c'est pas de la grande peinture, etc., etc. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'identifier, enfin, ça a été la thèse de la thèse. Il y a un moment historique où on passe de pratiques plutôt marginales, qui ont toujours existé, mais qui étaient plutôt marginales, au centre de la scène et aux pratiques les plus légitimées. C'est pour ça que j'aime bien dire que je travaille aussi sur la manière dont sont construits des discours hégémoniques et des tendances dans l'histoire de l'art. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une tendance domine. Et il ne s'agit pas de la juger et de dire c'est bien ou ça n'est pas bien, ou c'est bon ou c'est pas bon. Il s'agit de dire c'est là et qu'est-ce que ça dit de notre époque. C'est tout un programme. Et ça prend effectivement diverses formes. On en parlera de la grande force du livre, c'est aussi de naviguer sans cesse entre culture contre culture, mainstream, underground. Enfin voilà, et donc montrer que ces façons de même pas, enfin pas forcément de penser, hein, mais de représenter ou de créer de l'art bête entrent dans des catégories qui sont très 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 hétéroclites en fait et hétérogènes. Et qui en même temps, on le voit dès le départ, participe d'un discours, rentre dans un discours notamment historiographique qui se construit en même temps sur qu'est-ce que c'est l'âge bête, qu'est-ce que c'est la bêtise, des artistes qui nomment aussi, à travers l'ouvrage, on voit à différents moments, de Thomas Hirschhorn, même à l'époque Dada, le mot lui-même, sans faire un essai d'histoire sémiotique du terme bêtise, le mot est présent en fait tout du long. Est-ce que peut-être sur cette définition de la bêtise, peut-être pour commencer aussi dans la critique d'art, par les artistes, avant d'aller plonger dans les œuvres. Je vais vous perturber avec Dada, je le mettrai juste après. C'est une très bonne question parce que je me suis vraiment heurté quand j'ai commencé à travailler là-dessus. On parle de bêtises en France et dans le monde académique en tout cas, tout le monde vous demande oui mais alors et Flaubert et oui et Flaubert évidemment la bêtise Flaubert. Sauf que moi la bêtise ou l'art délibérément bête que je travaillais, même si parfois je pouvais tirer des fils, n'avait pas grand-chose à voir avec la bêtise qui fascine Flaubert et que fustige Flaubert dans ses lettres ou dans certains textes. Ce qui m'intéressait dans le mot bêtise, c'est que, alors déjà, il y a bête dans bêtise. Ça ramène à l'animal, ça ramène aux pulsions, ça ramène au corps, d'une certaine manière. Et donc, c'était quelque part prendre un mot qui se plaçait à rebours d'une idée de l'art comme quelque chose qui élève. Une tradition qui le pose comme cela. Et c'est pas un hasard si la bêtise avec un B majuscule devient un thème chez des écrivains, que ce soit Baudelaire, les Goncourt, Flaubert au XIXe, au moment où on invente aussi, à peu près, je fais ça un peu à la hache, l'art avec une majuscule. La religion de l'art, ce que Jean-Marie Schaeffer a appelé la religion de l'art dans le sillon du romantisme. C'est-à-dire au moment où l'art devient une sorte de nouvelle religion, la bêtise devient une sorte d'ennemi absolu, à la fois pour les artistes et pour les intellectuels. Et ça devient aussi l'ennemi dans un siècle qui est le siècle du progrès, encore avec une majuscule. C'est-à-dire c'est au siècle du positivisme, au siècle où on s'imagine un progrès linéaire, on a une idée d'évolution, la bêtise semble l'antithèse. Donc ça m'intéressait de me situer aussi dans cette histoire des idées-là. Après, la bêtise, elle est, dans cette tradition intellectuelle, elle est l'ennemi. Elle n'est pas quelque chose valorisable. Il n'y a aucun auteur qui a fait l'éloge de la bêtise, quasi.
En revanche, l'idiotie est une figure positive. Les figures d'idiots au 19e, elles sont assez ambiguës. Elles sont chargées, elles peuvent être chargées en tout cas de connotations positives. Mishkin, Dostoïevski, et on pourrait avoir beaucoup d'autres exemples. Et donc, c'était intéressant de prendre bêtise, parce que, évidemment, c'est une manière aussi de se positionner à un endroit différent que ce qu'avait fait Jean-Yves Joannet, critique d'art, longtemps rédacteur en chef d'Art Press, qui avait publié, donc ça c'est au début des années 2000, l'idiotie, et c'est en fait une série d'articles dans Art Press sur l'idiotie en art dans les années 90. Et pour Joannet, l'idiotie, c'est l'antithèse à la bêtise bourgeoise. C'est l'antithèse à l'art bourgeois. Donc l'artiste qui fait l'idiot, c'est une posture de rupture moderne par excellence. Et il le dit, idiotie et modernité sont synonymes, ou quelque chose comme ça. Et ça a toute une histoire. C'est pour ça que je mettais ce tract que j'aime beaucoup, Dada soulève tout, qui est un tract de, je ne sais plus si c'est 17 ou 21, pardonnez-moi. Et ce qui est très intéressant dans le tract, je l'ai mis en détail ici, c'est on vous présente aujourd'hui sous une forme pornographique un esprit vulgaire et baroque qui n'est pas l'idiotie pure réclamée par Dada, mais le dogmatisme et l'imbécilité prétentieuse. Et là, on retrouve toute cette histoire que je viens de tracer à grands traits au XIXe siècle. L'idiotie, c'est valorisé. La bêtise, c'est la même chose que l'imbécilité prétentieuse, ou le dogmatisme, c'est les idées reçues, c'est les idées qui se répètent, c'est la stase intellectuelle, etc. Et donc là, moi je voulais m'inscrire à rebours de cette tradition de valorisation de l'idiotie. Je voulais travailler sur ce qui était un peu plus irrécupérable. Et c'est pour ça que le sous-titre, c'est régression et superficialité, parce qu'on n'a pas vraiment envie de sauver ni la régression, ni la superficialité. Mais il nous permet quand même de se placer face au monde et de réfléchir aussi quand même en tant que spectateur. Enfin, la régression, la superficialité vont devenir, tout au long des années 90, on va revenir dessus, une manière aussi en tant que personne qui fait face à ces œuvres d'art, à comment on se place nous dans ce monde qui a un sens qui est quand même très souvent changeant, et que les artistes essayent quand même sans forcément essayer d'eux, mais répondent à quand même ce monde qui est autour d'eux. Alors ça, c'est un très bon point, parce que ce qui m'intéresse, enfin, une chose qui ne m'intéressait pas, c'est est-ce que les artistes cherchent à se positionner ou pas. C'est-à-dire que j'ai eu un positionnement dans ce travail d'historien qui est aujourd'hui très loin de la manière dont je travaille avec des artistes, que ce soit en écrivant sur eux, ou elle et eux, ou comme collègues dans une école des beaux-arts. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, au moment où j'écris, ce qui m'intéresse, c'est un phénomène global, et c'est pas tant est-ce qu'on a voulu faire ci ou ça, que qu'est-ce que ça produit dans le monde. Et avec ce point de départ, ça peut produire le qualificatif c'est bête, mais en même temps, ça peut aussi se positionner de manière assez radicalement critique à l'endroit de tout un tas de logiques du monde dans lequel on vit, notamment les logiques productivistes ou autres. Il y a un chapitre qui est consacré à ça. Je peux peut-être prendre un exemple pour ça. Alors, je ne sais pas lequel. Un que j'aime beaucoup, c'est que je détaille pas d'ailleurs dans l'ouvrage, alors j'aime bien le faire là, c'est Ouais. Il est présent en creux, mais effectivement, il n'est pas très détaillé. Enfin, il est détaillé sur la Chocolate Factory, ouais. Mais le Trine est présent sans être présent. Donc vous vous souvenez peut-être, le scandale 2014. Ah oui, d'ailleurs, c'est une des choses qui m'avait particulièrement intéressé. 2014, Paul McCarthy à la Chocolate Factory, donc le Tri Place Vendôme, la Chocolate Factory à la Monnaie de Paris. En même temps, donc on est au moment de l'ouverture de la FIAC, et en même temps Jeff Koons qui ouvre au Centre Pompidou. Donc moi, les deux extrémités de mon spectre, régression et superficialité, dans des moments de légitimation extrêmement importants pour ces artistes, parce que Jeff Koons a beau vendre des pièces parmi les plus chères pour les artistes, un artiste vivant sur le marché,
Une rétrospective à Beaubourg, c'est un moment de légitimation incomparable dans une carrière d'artiste international. Donc il y avait un moment, une actualité très forte du sujet en fait au milieu des années 2010. Mais le Tree m'intéresse particulièrement parce que ça peut sembler assez idiot. On met un sextoy anal, c'est un peu gênant, gonflable, géant, place Vendôme, et on prétend que c'est un sapin de Noël ou que ça a une forme à la Hans Arp ou à la Brancusi. Ce qui n'est pas idiot non plus quand il fait les montages photos dans l'ouvrage qui accompagnait l'exposition. C'est assez probant le rapprochement entre ces figures de plug anal et les sculptures de Jean Arp. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne se met pas n'importe où pour faire ça. Il se met place Vendôme. Place Vendôme où il y a la colonne Vendôme, qui a une certaine histoire évidemment dans une certaine place dans l'histoire de l'art. Vous savez que Courbet ira en prison à Sainte-Pélagie parce qu'il est accusé d'être l'instigateur de la destruction de la colonne Vendôme pendant la Commune de Paris. Donc c'est assez marqué. Et c'est l'une des places du luxe à Paris, avec que des boutiques de luxe. Donc déjà, il y a une tension dans ce lieu-là. La colonne Vendôme est en réfection, cachée, avec la grande publicité pour le Ritz. Donc évidemment, quand on a cette histoire en tête, c'est déjà questionnant. Et que fait McCarthy? A un symbole de pouvoir dans l'espace public, une colonne. Évidemment, comme les obélisques, les colonnes, forme phallique, signe de triomphe, triomphe de la virilité dans l'espace public. La colonne, elle est en métal, elle est dure. Et donc, que fait McCarthy en creux? Et lui ne le formulerait pas comme ça, c'est moi qui le formule comme ça. Il oppose un contre-monument qui vraiment, terme à terme, s'oppose à la colonne Vendôme. C'est-à-dire, c'est plus une sorte de phallus dans l'espace public, c'est un sextoy anal, donc destiné à une sexualité non reproductive pour sûr. C'est pas dur, c'est mou, c'est gonflé d'air, c'est prêt à se dégonfler. Et ça se restera dégonflé après avoir été vandalisé, puisqu'il décidera de ne pas la regonfler. Donc ça s'oppose en fait terme à terme au monument. Et donc c'est beaucoup plus intelligent que simplement avoir mis un sextoy géant dans l'espace public, en fait. Et voilà, il y a tout un tas de propositions comme ça qui sont à la fois, et c'est ce paradoxe-là qui m'intéressait, c'est à la fois très bête, et un peu choquant, on peut le reconnaître, et en même temps, c'est profondément perturbant. Et ça perturbe à un endroit très juste Et peut-être que donc pour continuer sur McCarthy, sur un aspect moi que j'ai trouvé très intéressant, et effectivement le moment où la bêtise est quand même critique, réfléchie, c'est effectivement la Chocolate Factory et cette sorte d'improductivité spéculative, enfin voilà, tout un mélange de contestation de l'efficacité et en même temps tout en entrant dans un modèle qui est économique. Donc enfin, il y a tout un, ce qui n'est pas le cas avec Tree. Enfin. Je vais le faire très rapidement en image pour celles et ceux qui n'ont pas la Chocolate Factory en tête. Alors ça, c'est le montage avec Jean Arp que j'aimais bien dans le catalogue. Alors, pour aller très vite, la Monnaie de Paris, c'est l'endroit où on battait monnaie, où on produisait la monnaie. Alors ça faisait quand même assez longtemps qu'on ne produisait plus la monnaie à Paris, mais dans une usine en Gironde. Mais c'est resté un espace d'apparat, un espace de prestige. Et donc McCarthy la transforme, cet endroit où on produisait la monnaie, l'argent, il la transforme en usine, en fabrique de chocolat, avec alors des éléments qui signalent tout de suite que c'est du décor, des décors de plateau télé en fait, et ces personnages déguisés en lutins qui fabriquent des figurines du Père Noël armé d'un sextoy anal, d'un plug anal, et la figurine qui reprend Tree, le plug anal lui-même. Et dans l'espace principal, dans l'espace d'apparat, disons, le salon d'honneur, on a la production, la fabrication. Mais ces figurines en chocolat commencent à envahir un petit peu tout l'espace.
On voit le stockage là qui commence à envahir le salon d'honneur. Ils nous surplombent, ils ont quelque chose d'un peu inquiétant. Ils vont jusqu'à envahir les cabinets en acajou de Cuba de 1796 sur les côtés. Et quand on passe la porte, on entre dans un espace labyrinthique. Les fenêtres qui normalement donnent sur la scène ont été obstruées et on se retrouve dans l'espace de stockage, beaucoup plus sale, avec le chocolat dégoulinant. Et on est comme perdu dans cet espace où il a projeté des vidéos sur lesquelles il grommelle et répète les insultes qu'il a reçues place Vendôme en installant Tree. Et donc ça c'est le plan, on pouvait quasiment se perdre à l'intérieur, j'ai mis les flèches comme ça parce que on pouvait circuler, évidemment rien n'était indiqué, et quand on s'avançait vers la fin, de moins en moins de lumière, de plus en plus de figurines en chocolat un petit peu partout sur les cheminées, au sol, vraiment dans tous les sens. Dernière pièce, barrée en diagonale par cet engin avec les figurines en chocolat, pour arriver dans la boutique. Et donc à la fin, on est comme régurgité dans l'espace de consommation. Et le twist génial de l'installation, alors on peut acheter les figurines, 50 €, et on ne peut pas sortir, parce qu'on est au bout, que c'est un cul-de-sac, et qu'il faut repartir dans l'autre sens pour sortir. Un petit peu comme si on était rentré dans cette sorte de labyrinthe, on avait été comme digéré, et arrivé au bout, on ne peut pas sortir, et donc on est régurgité, on doit tout retraverser, mais quand même, on peut acheter les figurines au stand où on achetait également les billets pour rentrer à la sortie. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que là, les figures qu'on peut acheter, ce ne sont pas celles qui ont été produites dans la Chocolate Factory, parce que celles qui ont été produites dans la Chocolate Factory, elles ne sont pas aux normes européennes de qualité pour pouvoir être vendues. Et donc, elles ont été produites dans une chocolaterie respectable en un autre endroit. Et donc, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a traversé, c'est une usine complètement dysfonctionnelle qui surproduit des figurines un peu perverses en pure perte, puisqu'on ne peut pas les consommer. Et donc c'est vraiment à l'image d'un modèle productiviste qui marcherait complètement sur la tête. C'est une usine complètement dysfonctionnelle. Mais on est quand même réinvité à la fin à revenir à ce modèle de consommation qui, en plus, ça c'est ma photo, mais je l'aime bien parce que la lumière était vraiment rasante. Les boîtes cylindriques, on a une présentation qui répond parfaitement aux conventions de présentation des biens de luxe ou de semi-luxe. Forme abstraite, pas de fioritures, etc. Et donc, alors qu'on était dans l'usine de surproduction, on est rebasculé dans quelque chose qui reprend plutôt des codes du luxe. Et évidemment, les liens entre le monde de l'art contemporain et le monde du luxe, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont extrêmement étroits. Peut-être, j'ai envie qu'on revienne ensuite à tout ce qui est spéculation, institutionnalisation. Mais c'est vrai qu'on a quand même, on est passé très vite sans parler d'une production qui est très importante et qui est bien mise en avant dans le livre, qui sont ces toutes dernières années des années 80, d'une bêtise qui est plutôt, comme tu dis dans le livre, de l'adolescent attardé, et qui fait aussi écho à toute la culture, enfin tout ce jeu entre culture américaine, notamment culture des Silly Archives, comme tu dis, et du dessin animé, de la société américaine, et la blague potache, la blague, la bêtise de la pure, qui ne produit pas en fait non plus, qui ne produit pas d'objets non plus, qui produit surtout des images, qui produit des idées bêtes en fait, et qui les pousse un peu à son paroxysme. Alors je ne sais pas si tu veux revenir peut-être d'abord sur les dessins animés et ensuite un peu nous évoquer comment ça se retrouve chez les artistes. Ouais, il y a dans les années fin 80-90 une mode pour la figure de l'adolescent attardé. C'est l'un des chapitres du livre. Tiens, d'ailleurs, je me dis que je pourrais en faire passer. Je ne vais pas le lire en fait.
la figure de l'adolescent attardé devient une sorte de figure iconique dans la culture populaire, à la télévision, au cinéma. Il y a de plus en plus de teen movies, de films d'adolescents et de films vraiment régressifs. Alors, les films où ce sont les adolescents qui sont régressifs ou les films où ce sont des adultes qui se comportent comme des enfants ou des adolescents. Dumb and Dumber, succès absolu au box-office en 1996. Extrêmement bien fait du point de vue de l'efficacité du comique burlesque. C'est très très bien rythmé, mais c'est vraiment très bête. C'est vraiment très très bête. Alors ce qui m'intéressait aussi, c'est que moi j'ai pas vu ce film quand il est sorti, et je l'ai vu la première fois au Centre Pompidou. Alors pas au Musée national d'art moderne, vous savez que le Centre Pompidou c'est plus compliqué, mais dans les cinémas du Centre Pompidou, dans un festival sur la comédie américaine. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que je me suis dit, tiens, c'est aussi une forme de légitimation de cette culture-là qui est en train d'avoir lieu. C'était au milieu des années 2010, ça. Donc il y a le cinéma, mais il y a aussi le dessin animé. Il y a un succès absolu sur MTV, la chaîne de clips télévisés, qui a vraiment c'est peut-être la chaîne la plus regardée par les ados dans les années 90, MTV. Et donc Beavis and Butthead, si on traduit en bon français, je m'en excuse, ça donne Beavis et tête de cul, sont deux adolescents qui passent leur journée sur leur canapé défoncé, donc là ils mangent des frites et ils commentent les clips de MTV en disant c'est bien, c'est nul. Et c'est très binaire. It's good, it sucks. Et c'est très voilà, c'est complètement binaire, et ils passent leur journée donc obsédés par jouer des mauvais tours à leurs voisins, rêver de get chicks, donc se taper des filles, et tout ça depuis leur canapé devant la télévision. Succès énorme, ça marque une génération, d'artistes au point que on va retrouver la figure de Beavis en arrière-plan du sommaire du magazine Freeze, le magazine d'art contemporain britannique, l'équivalent de Flash Art ou de Art Press au Royaume-Uni dans les années 90. On va le retrouver dans un article de Éric Troncy dans la revue Omnibus au même moment. Et donc il y a une fascination du monde de l'art pour ces figures d'adolescents attardés. Alors une autre chose qui m'intéressait beaucoup dans l'ouvrage, c'est que c'est aussi dans cette période, fin des années 80, que l'expression âge-bête, l'âge-bête, fait florès. Pour parler à la fois des enfants, alors la psychanalyse ou la psychologie clinique l'utilise pour parler de la période de latence, au moment où l'enfant désexualise la réalité en ayant recours à tout un tas de tropes antisexuelles, scatologiques, cacaboudin, etc. Mais où on l'utilise aussi pour parler des adolescents ou des jeunes adultes. Et l'expression va vraiment se répandre. C'est-à-dire qu'avant les années 80, on n'emploie pas l'expression âge-bête, alors qu'elle est rentrée dans le langage courant. Et ça aussi, pour moi, c'était un signe, ça parlait aussi de notre époque. Et est-ce que c'est, à ce moment-là, donc l'âge-bête, l'art-bête, est-ce que c'est une manière aussi de se placer et de troubler un peu les règles du jeu adulte, des normes adultes, aussi par les artistes, et de tourner, d'aller vers une sorte de régressivité célébrée en fait, ou est-ce que ou est-ce que je lis trop entre les lignes en disant ça? Non, il y a vraiment. Alors, l'une des analyses qu'on peut faire pour expliquer cette sorte d'iconicité sociale de la figure de l'adolescent ou de l'adolescent attardé, c'est de penser l'adolescence comme un moment où on n'entre pas encore dans le monde des responsabilités sociales et dans le monde adulte, qui est un monde de responsabilité. Et l'une des hypothèses qu'on peut faire, et là j'emprunte une partie de l'analyse au sociologue Luc Boltanski et Eve Chiapello, dans un ouvrage extrêmement important de la fin des années 90 qui s'appelle « Le nouvel esprit du capitalisme ».
qui essaye de comprendre ce qu'est l'esprit donc ce nouvel esprit du capitalisme, c'est le néolibéralisme, c'est le capitalisme des années 80 qui fait suite, qui remplace en quelque sorte ce capitalisme plus rassurant des années d'après-guerre qui avait amené aussi l'État-providence, et donc qui était marqué par des formes de sécurité. Et le nouvel esprit du capitalisme, ou le capitalisme néolibéral, c'est donc les années 80, très grands enrichissements, et aussi, puisqu'il y a des winners qui s'enrichissent très fortement, les figures de traders, etc., il y a aussi les losers, qui sont toutes celles et ceux qui ne s'enrichissent pas, et on est dans le moment où le chômage structurel s'installe, on comprend que ça n'était pas conjoncturel, que ça va rester, et la crainte face à l'avenir, dans ce monde où les inégalités se renforcent et se sédimentent et deviennent structurelles, l'angoisse face à l'avenir est de plus en plus présente. Et donc, ça c'est Boltanski et Capello qui le disent, il y a une sorte d'angoisse culturelle qui est une manifestation, enfin qui est l'une des manifestations culturelles de ces changements macroéconomiques de ce capitalisme néolibéral. La flexibilité érigée en normes, etc. Donc plus d'insécurité, plus d'instabilité, plus d'angoisse. Et donc, c'est aussi le moment où une génération va trouver refuge dans l'adolescence en repoussant le moment de l'entrée dans l'âge des responsabilités sociales. Et c'est comme ça, enfin, c'est l'une des manières dont on peut analyser la montée en puissance de cette figure de l'adolescent attardé dans les années, fin des années 80, début des années 90, au cinéma, à la télévision, mais aussi dans l'art contemporain. Deux exemples qu'on peut prendre, que j'analyse un petit peu dans le livre. Mike Kelley, quand il dessine sur des manuels d'histoire américaine et des gravures, des graffitis, la plupart obscènes, mais pas tous, pour désacraliser, comme on griffonnerait des choses aux marges d'un cahier ou qu'on les graverait au compas sur une table d'école. Alors c'est beaucoup plus intelligent que ça, mais si ça vous intéresse, lisez les 4 pages que j'y consacre. Ça va plus loin que simplement un geste de désacralisation, puisque c'est aussi une manière de se moquer de la figure de l'artiste qui adopterait des postures rebelles en disant tout ça n'est qu'un jeu, et la posture de rebelle, elle est elle-même ridicule. Et la posture de l'artiste d'avant-garde, c'est une manière de miner la posture de l'artiste d'avant-garde aussi, et y compris des avant-gardes politiques. Là, on est dans une génération qui est assez sceptique à l'endroit des utopies politiques de la génération qui les a précédés. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, hein, je le constate tout simplement. Les Chapman, quand ils griffonnent des petits monstres sur des gravures de Goya, c'est un petit peu la même chose qui se passe. Série originale des désastres, ils dessinent de petits monstres. Ce n'est pas seulement un geste de désacralisation, dessiner des monstres. Ah oui, il y a aussi celle-là que j'aime bien. Là, c'est sur les caprices, c'est plus élaboré, vous avez vu. Et en fait, ils ne font pas que gribouiller des petits monstres, ce que je croyais au début quand j'ai commencé à y travailler. En fait, ils sont en train d'hybrider Goya, qui les fascine, et qui est aussi un moment particulier je veux dire, c'est la fin d'une époque, hein, Goya. Enfin, je vous renvoie là à un très très bon ouvrage de Victor Stoïkita et Anne-Marie Coder qui s'appelle Le Dernier Carnaval, donc qui analyse notamment Goya. Bref, ça n'est pas seulement un geste de désacralisation ou d'iconoclasme, c'est une manière d'hybrider Goya avec ce qui est la culture de leur adolescence, qui est la culture des cassettes vidéo de films d'horreur. Et donc, j'aime bien mettre en lien ces films d'horreur des années, leur fin 70-80, qui sont ceux avec lesquels ils grandissent. Donc là, il y a le Joker, il y a Society au milieu, et j'ai oublié le dernier en bas. Et ça, c'est leur culture visuelle. C'est la culture avec laquelle ils ont grandi. C'est aussi une culture qui a été objet de censure
dans l'Angleterre de Margaret Thatcher. C'est ce qu'on a appelé les video nasties, les méchantes vidéos. Il y a eu une vraie panique morale. Il y avait trop de... On s'est inquiété parce que ça s'est énormément diffusé, comme le porno au demeurant, au début des années 80, avec le développement des cassettes VHS. Et il y a eu une vraie panique morale qui a conduit le pouvoir en place à mettre en place une censure pour ces vidéos d'horreur. Et donc évidemment, on en a encore plus vu, ça a circulé sous le manteau, tous les adolescents les ont regardés. Et donc ça a vraiment créé la culture d'une génération, la culture visuelle d'une génération. Et donc quand les Chapman font leurs petits monstres sur les gravures de Goya, ou créent ces figures hybrides mutantes avec des nez qui sont des pénis, ou des bouches qui sont des vulves ou des anus, il y a Society de Brian Yuzna en arrière-plan. Et une autre que j'aime bien, ça c'est juste pour le plaisir, ces petits monstres-là dans cette rectification, il parle de rectifier entre guillemets les caprices. Quand même, on dirait vraiment le monstre dans Starship Troopers de Verhoeven. Et on pourrait en trouver plein d'autres. Mais c'est ça, en fait, qui est la source et la motivation à transformer Goya. C'est-à-dire la réactivation de cette sous-culture adolescente du film d'horreur. Et ce que je trouve assez intéressant, on n'aura pas le temps de parler de tous les artistes qui sont convoqués dans l'ouvrage, mais c'est qu'effectivement, il y a cette culture mainstream du film, de la bande dessinée qui est sous-jacente, mais ce sont aussi des artistes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui regardent l'histoire de l'art, connaissent l'histoire de l'art, ils font référence. On n'aura peut-être pas trop le temps de parler de Présence Panchounette, mais qui essaye de piéger le spectateur qui n'aurait pas les codes pour comprendre qu'on lui montre un faux Klein, enfin qu'on se moque de Klein. Donc il y a aussi toute cette référence à l'histoire de l'art qui est présente tout du long, où certains artistes qui se font collectionneurs. Si on se rappelle de la conférence de Jeff Koons en introduction du FHA, du Festival d'Histoire de l'Art, il y a quelques années, qui racontait qu'il avait un poussin au-dessus de son lit, un cabanel dans ses toilettes. Enfin voilà, ils sont des artistes qui s'entourent d'œuvres et qui les désacralisent et qui parfois en gribouillant dessus ou parfois en se les appropriant. Mais peut-être pour arriver sur parce que l'heure passe vite, ce qui est assez intéressant avec ces artistes, c'est que ils ne font pas de l'art bête pour s'enrichir. Et puis comme tu disais, c'est une époque où en fait, si on n'est pas employé, si on n'est pas trader, on est un loser. Et finalement, dans le monde de l'art, en faisant ce qu'ils veulent faire, ils se retrouvent ils trouvent ces objets trouvent une valeur dans le marché de l'art, et ce sont des artistes qui, en faisant l'art qu'ils ont envie de faire, finalement rentrent dans des logiques de marché. Est-ce qu'ils le font de façon consciente, ou est-ce que c'est le marché qui les rattrape? Est-ce que c'est une grande question. Ça, c'est une question. Alors, c'est une bonne question parce qu'on a envie de décrédibiliser une partie de ces artistes, et Koons le premier, parce que les œuvres ont atteint des sommes absolument indécentes. Et bon, moi, ce que je rappelle, c'est que les artistes ne sont pas responsables de ce que le marché fait de leurs œuvres. En revanche, on peut assumer une position critique radicale ou être à un endroit beaucoup plus ambigu. Et Paul McCarthy, pour qui j'ai une grande affection, est à un endroit qui n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire, il montre une sorte d'envers très sombre du rêve américain. Il a pendant des années eu une pratique de performance incollectionnable. Et c'est vrai que depuis une trentaine d'années, il a décliné ses installations difficilement collectionnables en sculptures plus facilement intégrables ou assimilables par le marché. Mais moi, je ne reprocherai pas à des gens s'ils peuvent bien gagner leur vie, bien gagner leur vie. En revanche, on peut se questionner sur
l'authenticité de la critique ou la sincérité de la critique à certains endroits. Mais c'était quoi l'autre partie de la question ? Sur la mise en place d'une stratégie aussi, en fait, d'entrée. Est-ce que ça les rattrape, en fait, une sorte de fuite en avant, en fait, de surenchère qui est aussi, qu'elle soit dans les sujets ou aussi on peut voir dans les matériaux. Enfin, il y a plein de manières d'évoquer cette sorte de spectacularisation, en fait, de la bêtise qui arrive dans les fin des années 90. Qu'elle soit dans les institutions, hors des institutions, enfin toutes les questions. Moi, je dois avouer que je suis plus sensible à quand McCarthy fait dans les années 90, quand il fait l'ours et le lapin, que j'ai en photo quelque part, géant qui copule sur un rocher. C'est une édition de 3. Voilà, ça va devenir une affiche de la collection Pinault. C'est pas la même chose que quand il fait après des grandes installations performances et qu'il va décliner des petits morceaux, notamment ces sculptures de pirates, où là, on sent qu'il décline pour inonder le marché. C'est pas la même chose. Là, on est à un moment où il vend pas encore très bien quand il fait cette œuvre-là en 1993. C'est différent. Mais c'est quand même le moment où il bascule d'une pratique qui était plutôt performative à une pratique sculpturale ou d'objets plus assimilable par le marché. Après, donc une partie de ces artistes, en tout cas, je ne sais pas s'il faut dire beaucoup, il y a quelque chose dans leur pratique qui mine l'idéologie du succès, ou l'American Way of Life, ou toutes ces sortes de valeurs là qui semblent très positives, mais qui en fait s'inscrivent dans un système économico-politique qui est parfois réactionnaire et qui est dans tous les cas pas fondé sur la redistribution des richesses et la justice sociale. Voilà. Et donc, ils sont évidemment à un endroit ambigu quand ces œuvres deviennent les emblèmes d'une collection comme celle d'un milliardaire qui est François Pinault. Évidemment, ça questionne, mais l'artiste n'est pas responsable, à mon sens, de cela. Peut-être. Pardon. En revanche, on peut se questionner sur l'intérêt qu'ont certains des plus importants collectionneurs à s'afficher avec ce type de pratique artistique. Et là, c'est encore un autre sujet auquel je consacre un chapitre pour essayer de comprendre ce qui se joue dans le choix par certains des collectionneurs les plus prescripteurs, dont François Pinault, mais dont Elie Broad à Los Angeles, qui est décédé il y a 2 ou 3 ans, et d'autres, dans le choix de mettre en évidence certains de ces artistes. Autant chez Pinault, il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté d'être à chaque fois en rupture ou à l'endroit où on ne l'attend pas. Autant chez quelqu'un comme Elie Broad à Los Angeles, The Broad, inauguré en 2016, c'est Jeff Koons qui est l'un des artistes les plus montrés. Il y a un des Balloon Dogs, et c'est Jeff Koons. Ici, vous avez dans un coin le lapin, qui est le lapin de Playboy qui mange une carotte en aluminium, début des années 90. Et là, ce qui est intéressant, c'est que The Broad, leur fondation, elle soutient des projets éducatifs, de la recherche scientifique et les arts. Et le symbole de les arts pour The Broad, c'est le lapin de Jeff Koons. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est ce qui est le plus mis en avant comme l'aboutissement d'une sorte d'histoire de l'art et européenne et américaine à The Broad, c'est Jeff Koons, dans sa version néo-pop. Donc sa version la plus lisse, pas la version un petit peu plus dérangeante avec les tableaux de leurs ébats avec la Cicciolina. Non, c'est vraiment la partie néo-pop, donc un monde très lisse, un monde d'une régression très légère, un monde d'enfance. Jeff Koons dit « je veux qu'on se sente bien avec mes sculptures et tout va bien dans le meilleur des mondes ». Et ça, évidemment, c'est une des logiques de diversion. Comment dire, si l'art ne devient plus que ce petit moment de répit
des forces aliénantes du monde moderne et du modèle néolibéral dans lequel on est pris. C'est-à-dire que il y a une idéologie derrière aussi. Hein. C'est pas forcément conscientisé en tant que tel, mais ça s'inscrit dans ces dynamiques-là. Peut-être, effectivement, c'est là qu'on voit la différence entre la collection du Broad et la collection Pinault. C'est-à-dire que la collection du Broad, elle est presque fixée. Enfin, elle est fixée. On peut ajouter des œuvres, mais ça changera pas forcément le discours et l'histoire de l'art que Elie Broad a voulu créer en faisant ses achats. Alors que chez Pinault, c'était plutôt peut-être, hein, tu me dis si j'ai tort, mais une sorte de connexion à l'ère du temps en achetant ce qui, effectivement, comme tu dis, fait rupture ou fait continuité à un certain moment, et qui aujourd'hui, peut-être pour finir, avant de laisser la parole au public, fait que la plupart de ces œuvres, en fait, ne rentrent pas forcément dans le programme d'exposition. Enfin, c'est comme ça aussi que le livre, que tu finis tu l'évoques à la fin du livre, c'est-à-dire que l'ouverture de la Fondation Pinault à Paris marque quand même un tournant. On a Urs Fischer, mais on n'a pas la plupart des artistes qui ont été mis en avant, et on va essayer de légitimer autrement, et on arrive à comme je disais tout à l'heure, à avoir une exposition sur l'Arte Povera qui vient de se terminer. Donc on est quand même sur un revirement complet aussi de ce qu'on expose, qu'on garde. Enfin, ça fait encore partie de sa collection, mais c'est un discours qui peut plus changer qu'au Broad, peut-être. Oui. Absolument. Quand il ouvre le Palazzo Grassi, il commence avec des expositions plus classiques d'art moderne, abstrait. Il y a du Donald Judd, enfin il y a du minimalisme avec Donald Judd, il y a du Rothko, il y a des grands classiques et des choses plus abstraites, minimales, épurées, des canoniques dans l'histoire de l'art. On se pose comme un collectionneur qui maîtrise cette grande histoire-là, qui a du goût, etc. Et quand on va ouvrir quand va être ouvert la Pointe de la Douane en 2011, on met en avant Paul McCarthy, Jeff Koons, les frères Chapman, Murakami. Je ne sais pas si j'ai cette image de Murakami, qui est le personnage de manga nu, adolescent, qui se masturbe avec un lasso de sperme comme ça qui part au-dessus de sa tête. C'est grand format. Hein. C'est assez saisissant quand même quand on voit ces images-là, ces œuvres-là. Et donc on n'est plus du tout dans cette même dynamique, mais on a quand même montré avant qu'on était collectionneur de toutes ces choses-là, et que donc on ne peut pas être accusé de philistinisme. On ne peut pas être accusé de se complaire dans la bêtise et la régression, puisqu'on a montré qu'on dominait en quelque sorte toute cette histoire de l'art. Mais en revanche, on met ces œuvres particulièrement provocante en évidence. C'est l'image que j'ai montrée où l'ours et le lapin deviennent une sorte d'icône de la collection. Excusez-moi, j'ai perdu mon image. Ou quand le pape écrasé par une météorite de Catalane devient la couverture du catalogue de l'exposition Qui a peur des artistes. Et quand je fais la thèse, donc entre 2013 et je la soutiens en 2018, au moment où je la soutiens, cette tendance qui m'avait semblé vraiment atteindre une sorte d'acmé autour de 2010 n'est plus aussi intense, n'est plus aussi présente en 2018. Et quand je publie enfin le livre cet automne, on en est encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pratiques grotesques ou régressives ou violentes ou excessives, mais elles sont redevenues des stratégies critiques marginales, disons. Et elles ont moins pignon sur rue, elles sont moins visibles, parce que d'autres grands sujets aujourd'hui occupent les centres d'art et les collections, notamment les questions d'anthropocène, d'éco-anxiété. Les pratiques artistiques sont plus engagées, ou plus ouvertement engagées en tout cas, dans le champ social ou le monde contemporain. En tout cas dans ce qui est le plus présent aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas à ce moment-là. Et c'est vrai que la trajectoire de la Fondation Pinault, moi quand j'écris, il n'y a pas la bourse de commerce, elle est en préfiguration. Et quand ouvre la bourse de commerce, effectivement, ça n'est plus ces choses-là qui sont mises en évidence. Parce que quand il ouvre la bourse de commerce,
on n'est plus dans le moment un peu boudeur où on n'a pas pu s'installer sur l'île Seguin. On est à Venise et on se positionne de manière un peu radicale et en rupture, mais assez loin. Quand on ouvre la bourse de commerce, on est en train de rivaliser avec Beaubourg. Parce qu'en plus, on a des moyens financiers ou des moyens d'acquisition qui sont plus importants que celui du Musée national d'art moderne. Et on est en plein cœur de Paris. Et on est visible, si vous montez, quand on voit très bien le dôme de la bourse de commerce du haut des escalators de Beaubourg. Et on est en plein cœur de Paris. Et donc, on entre dans une autre logique d'une sorte de compétition à armes inégales avec les plus grands musées. Et la Fondation Vuitton, c'est exactement la même chose. Hein. C'est-à-dire les plus grandes fondations privées aujourd'hui peuvent rivaliser avec les plus grands musées d'art moderne. Et c'est vrai, quand est ouverte la bourse de commerce, on est un peu éloigné de ces tendances. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique que l'œuvre d'Urs Fischer dont tu parles, qui est alors tout le monde sous le dôme de la bourse. Donc c'est une réplique de l'enlèvement des Sabines de Jean de Bologne, en cire, qui font toute la durée de l'exposition. Et il y a d'autres éléments autour, mais c'est assez bête comme idée en fait. Et les sculptures en cire qui font d'Urs Fischer, il y en a des beaucoup plus grossières et caricaturales. On peut aussi se dire que c'est bête. Sauf que là, tout d'un coup, ça devenait assez mystique. C'était une méditation sur le temps qui passe, sous ce magnifique dôme refait par Tadao Ando. Le dispositif avait changé la manière de lire l'œuvre et la manière dont on pouvait lire l'œuvre. Et on était sur une autre ligne. Oui, puis le public avait changé aussi, je pense, entre les années 90 et 2018. Enfin, moi, je me rappelle à l'ouverture, je prenais en photo les gens qui prenaient en photo Urs Fischer. Enfin, c'était assez fascinant le rapport qu'on pouvait avoir à l'œuvre qui est censée être une méditation et qui aujourd'hui devient, et beaucoup à la bourse de commerce, quelque chose à prendre en photo. Merci beaucoup Morgane, on a un petit peu dépassé sur le temps, mais voilà, pour ceux qui veulent rester, peut-être encore poser quelques questions, mais je vais libérer Marie qui doit partir. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, donc, l'état de l'art continue et je laisserai ma place à ma collègue Zaya Ramani qui sera en discussion avec Elvan Zabunian autour de son nouvel ouvrage Réunir les bouts du monde. Donc voilà, si ça vous intéresse, de l'art américain avec des questions d'identité. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. Merci encore Morgane et je vous invite beaucoup fortement à vous plonger dans cette gloire de la bêtise. Merci.